Bonjour à toutes et à tous, c'est une émission spéciale sur les carrières à l'international qu'on vous propose aujourd'hui. Quel pays attire le plus de talents, comme on dit, et quels employeurs préfèrent-ils cette année? Les réponses, on les a puisque Boston Consulting Group avec The Network a publié hier les résultats d'une vaste étude. 366 000 personnes ont été sondées, dont vous peut-être. Et pour donner vie à ces chiffres, on s'est dit qu'on allait proposer à deux DRH d'être présents sur le plateau. Alors, Airbus et Flixbus. Rien à voir. Airbus, un fleuron industriel, 130 nationalités, 130 000 employés dans le monde, dont 48 000 en France. Et Flixbus, une start-up qui est née en 2015, 1400 salariés en Europe, dont 90 en France. Vous savez quoi? Tous deux recrutent des talents qui viennent du monde entier pour leur business. Et vous allez pouvoir leur poser vos questions. Pour commencer, on va donner la parole à la directrice du BCG, à la directrice au BCG, qui a été en charge de cette étude Global Talent. Qu'attendent les talents internationaux de l'employeur idéal? C'est à vous et c'est parti. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, je commence, honneur aux dames, par Delphine. Delphine Chantôme, c'est vous, la DRH de Flixbus. Bonjour Delphine, qu'on entende votre voix. Flixbus, on rappelle, les autocars verts qui font des liaisons de ville à ville, low cost, c'est du low cost. Vous êtes né, l'entreprise est née en Allemagne il y a en 2015, disais-je. Vous êtes arrivé en France, non. Ouais, en 2000, vous êtes arrivé en France en 2015. 2013 en Allemagne. Voilà. Et donc, c'est un peu tout ça grâce à la loi Macron, la loi dite Macron, qui a mis fin à l'interdiction de la concurrence avec la SNCF. 780 recrutements l'an passé, si je ne m'abuse, dont 40 en France. Tout à fait. Ok, on n'en dit pas plus pour le moment. Thierry Baril. Bonjour Sylvia. Bonjour Thierry, DRH du groupe Airbus. Alors, 130 000 personnes, je le rappelais, 130 nationalités, des carnets de commandes pleins pour les 8 à 10 années à venir. C'est cela. Et Airbus recrutera cette année, si je ne m'abuse, 4 000 personnes. En Europe, 7 000 dans le monde. Voilà, et 1 500 en France? À peu près, ouais. C'est à peu près ça, ouais. Ok. Et donc l'experte pour la France, disais-je, Fanny Potier, bonjour. Bonjour Sylvia. Vous êtes directrice au sein du Boston Consulting Group. On parlait de l'étude, cette très vaste étude qui a été dévoilée hier, très très riche également. Vous allez nous donner quelques résultats. Et ça va permettre à Thierry et à Delphine de commenter ces résultats en contexte. Et nos internautes pourront poser des questions. D'abord, Fanny, un petit rappel sur l'échantillon de l'étude. Donc plus de 360 000 participants dans le monde entier, une proportion de diplômés d'environ 31%, donc un échantillon assez qualifié grâce au Network et au BCG. Oui, alors The Network, on précise pour être très transparent, Cadre Emploi fait partie, est un des sites fait partie de Network. Absolument. Okay. Donc des répondants qui sont en recherche passive puisqu'ils se sont inscrits spontanément sur des sites de recrutement. Alors, la place de la France dans les destinations préférées pour les candidats à l'international, quelle est-elle cette année ? Alors, je rappelle que l'étude visait à mesurer les préférences des gens quand ils envisagent une mobilité, qu'elle soit fonctionnelle ou à l'international, mais du coup, il en ressort un petit classement des pays du monde entier. Voilà, on les voit là. La France, 7e position. C'est une étude qui est une deuxième version, puisqu'on a fait une première étude de la sorte en 2014. La France était 6e à l'époque. Le top 3, les USA, l'Allemagne et le Canada. Voilà. Alors quand même, je vois à la 5e place le Royaume-Uni. Donc j'ai envie de faire réagir Thierry tout de suite. Thierry, quand vous voyez que les Français sont attirés par le Royaume-Uni avant la France, on sait que votre groupe a fait une déclaration cette semaine très importante disant qu'il menaçait de quitter le pays. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces candidats qui ont envie d'aller au Royaume-Uni ? J'ai envie de dire que c'est très sympa comme destination le Royaume-Uni. Très très sympa, surtout si c'est un soft Brexit. Si on a un Brexit plus compliqué, ce sera peut-être plus la destination préférée d'un certain nombre de talents. Et ça sera bien dommage, parce que le Royaume-Uni est un super pays dans lequel l'industrie et le business se développent de manière tout à fait positive. Et en tous les cas, c'est l'expérience d'Airbus au cours de ces dernières décennies. Vous avez 15 000 personnes sur 25 sites au Royaume-Uni. Donc là, effectivement, il y a quand même un warning. Fanny, je reviens à vous. À l'inverse, qui sont justement les étrangers qui veulent venir travailler en France ?
Si, c'est ça, ouais, voilà. Un fort attrait de la France. Les étrangers qui veulent... donc, on en est où? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc, le tableau paraît très compliqué, mais vous allez voir, quand Fanny l'explique, on comprend tout. Exactement. Non, c'est les pays principalement attirés par la France sont des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, ce que vous voyez, donc qui place la France au rang numéro 4 sur cette page. Je fais une petite précision, c'est qu'en réalité, on observe pour chacun des pays de cet écosystème, 197 pays, les pays les plus attirés par chaque pays représentent un peu les flux migratoires tels qu'on peut les constater par ailleurs. Traditionnel, oui. Voilà. C'est-à-dire... Il y a une proximité linguistique aussi qui est importante. Donc pour la France, ce sont des pays francophones qui sont attirés par la France. Il n'y a pas tellement de surprises par rapport à ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Vous avez un commentaire, Delphine ou Thierry? Vous remarquez quelque chose qui vous étonne en particulier? Non, rien de particulier de mon côté, mais je pense qu'en 6e ou 7e position, c'est pas si mal que cela. Oui. Effectivement, j'aurais sans doute mis le Canada un peu plus haut, personnellement. Mais... Personnellement? Oui, tout à fait. D'accord. C'est pas forcément ce que vous remarquez chez les candidats. Mais je ne suis pas un talent, mais j'aurais mis le Canada sans doute un peu plus haut. Comment ça? Le Canada est en position, en 3e position sur l'échantillon global. J'aurais mis même devant les US. Mais... Très, très attractif. Et enfin, quand même, on peut se demander si le retour à la croissance, la French Tech, enfin tous les avantages de la France, on a l'impression que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour faire remonter la France. Je vous rappelle, Fanny rappelait que la France était 6e, elle est passée 7e. Bon. Les perceptions, un peu la vie rude en France. Donc voilà, je pense qu'on bénéficie d'une image qui n'est pas toujours tout à fait favorable. En revanche, quand on est sur le terrain, moi j'ai des enfants, donc on voit des pics d'inscription à l'école, de retour d'expatriation, notamment du UK. Et, voilà, donc, bien sûr. La réalité du terrain est probablement un tout petit peu différente. D'accord. On ne voit pas encore d'effet Macron? On n'a pas l'impression. Pour le moment, c'est pas encore très probant. Oui, mais après, est-ce que l'attractivité est uniquement liée à l'environnement qui est créé par un pays? Peut-être pas uniquement. C'est une grande question. C'est-à-dire que l'attractivité, elle peut aussi être due à quoi? À l'entreprise. À la façon dont l'entreprise aussi va gérer son attractivité. Alors c'est vrai qu'il faut que les conditions soient remplies. Tant qu'on est vu comme un pays compliqué, bureaucratique, où tout est difficile et où finalement il n'y a pas vraiment une liberté d'entreprise, on ne va pas certainement gagner en attractivité. Le jour où par contre on décontracte cette partie-là, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et je pense que ça peut être l'effet Macron, et que les entreprises elles aussi font beaucoup d'efforts pour être attractives, la somme des deux effets crée un effet positif. Et vous le verrez effectivement dans vos recrutements, dans les candidatures que vous recevrez. On continue. Fanny, les talents français, combien veulent quitter la France? Alors en moyenne, 69% des répondants en France veulent quitter la France, qui est un peu supérieur à la moyenne globale qui est à 57%. Ça s'accentue avec les jeunes et le diplôme. Mais je note, ça ne figure pas là, que les Allemands jeunes et diplômés veulent autant quitter la France que les Français. Les Américains jeunes et diplômés, à 90%, nous donnent une intention de départ de leur pays aussi. Donc, relativisons. Voilà. Plus on est jeune, plus on est diplômé, plus on a envie de partir de son pays d'origine. Ok. Delphine, je ne vais pas vous demander si les Français ont raison de quitter la France, mais ce que je voudrais savoir, c'est si vous aviez des enfants, je ne sais pas si c'est le cas, que vous vouliez les conseiller sur un pays où ils pourraient aller, je sais pas, faire leurs études ou travailler, ce serait quoi pour vous? Alors effectivement, oui, j'ai 2 enfants, donc je pense que je vais être bientôt confrontée à cette question. J'ai moi-même, je suis moi-même partie à Londres passer 2 ans de ma vie professionnelle. Donc voilà, quel que soit finalement le choix de la destination, je les soutiendrai dans leurs projets. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une destination en particulier? Je vais absolument vous faire répondre, vous l'aurez compris. Parce que Thierry l'a dit, Canada. Vous, c'est plutôt le Canada qui vous tente. J'ai une réponse pour les enfants. Ok. Alors, je pense que ce serait effectivement soit le Royaume-Uni, mais un pays en tout cas où on puisse apprendre l'anglais. D'accord. Donc le Brésil, la Chine, l'Inde, tous ces pays-là qui bougent énormément et qui sont en train de nous... Oui, tout dépend effectivement de leur projet professionnel, si leur projet professionnel est en adéquation avec les besoins de ces pays et l'employabilité de ces pays, pourquoi pas. Et alors vous, Thierry, est-ce que vous les poussez à être un peu plus aventuriers?
Oui, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait chacun a son projet. On a 4 enfants et les 3 premiers aujourd'hui sont en activité professionnelle et ont décidé de rester en France. Le petit dernier qui fait Subdeco part l'année prochaine pour son année à l'étranger, il part en Chine. En Chine. À Chengdu. Voilà. Bon, je suis assez coupable sur cette affaire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il suffit de regarder l'explosion en Asie pour savoir que tout se passera là-bas dans les prochaines années et se dire que c'est le type d'expérience qui demain fera vraiment du sens par rapport à d'autres expériences européennes ou aux États-Unis que de toute façon les jeunes pourront connaître. Et les 3 autres, ils sont où? Ils veulent aller où? Ils travaillent en France. Non, ils travaillent en France. Et vous les poussez à partir? Non, pas spécialement. Pourquoi mais pas un au Brésil? ça peut leur donner envie peut-être un jour, mais là après chacun est libre. Ouais. Donc c'est très très intéressant. Fanny, justement, les destinations qui attirent les Français. Alors, les Français, ils veulent partir plutôt là où ils peuvent parler français. Ils veulent partir en Suisse, au Canada et aux États-Unis. Je pense que la Silicon Valley continue d'attirer beaucoup de talents en France. C'est quand même fou cette histoire. Pourquoi les pays francophones en premier? Proximité linguistique. Je pense qu'on pourra peut-être en dire un mot à la fin, mais la langue est une vraie barrière dans la mobilité. Après, c'est le Québec, en fait, au Canada, où on parle français. Après, tout le reste du Canada est quand même très anglophone. Tout à fait. Ouais. Enfin, on voit quand même qu'il y a effectivement une... Bon. Ok, est-ce qu'on peut en conclure pour autant que donc on a vu, 69% des Français veulent quitter la France, aller travailler à l'étranger. Est-ce qu'on peut en conclure pour autant que les Français sont un peuple très nomade et qu'ils vont partir? Qu'est-ce que vous en pensez, Fanny? En réalité, quand on regarde l'ensemble des intentions de mobilité dans tous les pays de l'enquête, comme on peut le voir là, on est au milieu du pack. Donc voilà, il y a des pays où les gens ont les où est-ce pieds... qu'on est? On se voit pas. On est entre 60 et 70%. Donc dans la troisième colonne, vous voyez à droite, il y a des pays où les répondants ont beaucoup plus des fourmis dans les jambes. Et notamment les plus de 80%, ce sont des pays qui vont être d'Afrique, certains pays d'Amérique latine, le Moyen-Orient, dont par ailleurs, ils nous disent que leur raison pour chercher un nouveau job, c'est de développer leur carrière et d'aller chercher du développement et du développement. Donc je rappelle, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, à nous envoyer vos questions sur Facebook, sur Twitter, on les relaiera, je les attends. Et on continue pendant ce temps-là. Fanny, toujours, pourquoi les talents mondiaux veulent-ils partir? Donc les raisons pour lesquelles les talents mondiaux veulent partir, et puis les Français en particulier. Alors pas beaucoup de surprises, on va chercher des perspectives de carrière et l'amélioration de son expérience professionnelle au niveau global. Les Français, on va les retrouver sur ces critères-là. Ce qui est intéressant, c'est que la boost de rémunération apparaît en 3e position, ce qui n'était pas le cas en 2014. Donc le salaire. Ah, on parle de salaire. Mais pas que. Ce qui est quand même nouveau, et nous on le constate dans notre entreprise, c'est ce premier point, enrichir son expérience personnelle. Ça devient de plus en plus en fait un projet personnel, voire un projet familial, d'aller à l'étranger, de s'installer à l'étranger, de vivre quelques années à l'étranger. Ce que vous avez vécu, vous, Delphine, finalement, quand vous êtes partie à Londres? Tout à fait. Je ne suis pas partie avec ma famille, mais demain, si j'avais une opportunité qui me permettrait de le faire, je pense que je l'étudierais. Enrichir son expérience personnelle, mais vous croyez que ça a à voir, Thierry, avec l'expérience professionnelle? Non, mais c'est intéressant parce que c'est ce qui apparaît maintenant en premier critère. Ce qui fait que, et d'ailleurs, d'une manière générale, la vie au travail est en train d'évoluer. Et donc l'expérience professionnelle reste aussi un élément de développement, bien sûr, et d'enrichissement. Mais l'enrichissement de l'expérience personnelle, d'aller vers d'autres cultures, de côtoyer d'autres modes de fonctionnement, de vivre en fait, vous savez, on parle de l'expérience employée, mais de vivre son expérience tout simplement d'être humain dans un autre pays, c'est en train aujourd'hui de devenir un élément absolument primordial dans les choix de mobilité internationaux. C'est quelque chose de décisif. Fanny, qu'est-ce que les talents mondiaux attendent des entreprises? Donc là, on est un peu au cœur du sujet. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poster vos questions, à nous faire part de votre témoignage aussi, pourquoi pas. Donc qu'est-ce qu'ils attendent des entreprises? Et puis quelles sont les différences aussi? Alors il y a beaucoup de variétés dans les préférences exprimées par les répondants. Alors ce qui est intéressant par exemple, c'est que vous avez tout un groupe de pays d'Asie et d'Amérique latine, encore une fois, je l'évoquais tout à l'heure, qui sont intéressés et qui vont chercher de l'évolution de carrière et du développement et de la formation. Donc une vision peut-être un peu moyen terme, long terme de leur départ. Vous avez, moi ce qui m'intéressait, je voyais que par exemple les États-Unis
et le Canada, donc plutôt consonance un peu anglo-saxonne. Donc on est dans la dernière colonne. La dernière colonne à droite. Le facteur qui prime, c'est la relation avec leur supérieur hiérarchique. Si on reste sur les États-Unis, en deuxième position, la stabilité financière de l'employeur. Peut-être des traumatismes récents, notamment dans le secteur financier. Et puis, à côté de la France, l'Europe continentale et le UK, qui place une emphase assez forte en fait sur l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Ok, alors avant d'aller dans les questions de détail, Thierry, quand même, je voulais vous demander, Thierry Baril, quand on a la puissance d'un groupe comme Airbus, quand même, enfin, vous avez un pouvoir d'attraction, l'entreprise a un pouvoir d'attraction énorme. Est-ce que c'est vraiment à l'entreprise de s'adapter aux candidats? Ou est-ce que c'est pas plutôt au candidat de s'adapter à l'entreprise? Non, la réponse est oui, et de plus en plus. C'est vraiment à l'entreprise de s'adapter au candidat. Absolument. D'être inventif, d'être créatif, de donner envie, parce que l'attractivité, en fait, ne se décrète pas. Alors, on bénéficie d'un nom qui fait rêver. On a encore une aventure humaine assez exceptionnelle. On continue de découvrir le ciel. Et le ciel n'a pas de limite. Et on le verra au cours des prochaines décennies. Mais ce n'est pas suffisant en soi. Il faut vraiment aussi proposer quelque chose qui va faire la différence par rapport à d'autres entreprises, et en particulier lorsqu'on décide de devenir attractif dans des métiers qui n'étaient pas les nôtres spontanément. Par exemple, et qui sont ceux des GAFA, qui sont liés à tout ce qui est data science, qui sont liés à tout ce qui est software, qui sont liés à tout ce qui est cybersécurité, puisque notre métier nous amène à devenir aussi des opérateurs de plus en plus, et pas simplement d'objets volants. Donc c'est là effectivement que le pouvoir d'attractivité, il faut le travailler tout le temps en fait. Tout le temps, il faut être créatif, arriver avec de nouvelles solutions, aller dans l'e-sport par exemple, créer une équipe de jeunes femmes. Oui, alors vous êtes sponsor d'une équipe d'e-sport, c'est ça? Absolument, de League of Legends. Oui, mais parce que vous voulez recruter des gamers, c'est ça? En fait, vous touchez des milliards d'individus dans le monde entier qui suivent en fait ces épreuves sportives. J'ai cru comprendre même que ça allait devenir une discipline olympique. Et en fait, vous touchez une population qui va vous intéresser. Donc pas simplement des geekers ou des geeks comme vous dites, mais des personnes qui s'intéressent en tous les cas au numérique, au digital. Et qui vous intéressent. Juste petite parenthèse, sur ces fauteuils, on avait justement des champions d'e-sport la semaine dernière avec notre site Viadeo. Et donc ils ont effectivement attiré énormément de monde devant ce live. Parenthèse fermée. Delphine, Flixbus, c'est tout petit quand même, enfin 1400 salariés à côté d'un gros comme Airbus. Donc on ne va pas comparer. Humaine, on va dire. La taille humaine. Voilà. Mais pourtant, vous réussissez à attirer des talents qui viennent de toute l'Europe. Moi, j'ai regardé la composition de votre comité de direction, par exemple. Enfin, c'est quand même révélateur. Vous avez des INSEAD, des Bocconi. Alors là, je cite des diplômés de très très hautes écoles et universités. Mais finalement, enfin, il y a aussi un ancien de l'équipe Juppé. Enfin, c'est très très divers. Et moi, je me demandais, mais comment vous faites? Enfin, qu'est-ce qui les attire? Est-ce que c'est parce que vous payez mieux qu'Airbus? Alors, je suis très vénale, attention. On va pas parler encore. Le salaire. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas accès aux grilles de salaire d'Airbus, mais je doute. En tout cas, Flixbus n'est effectivement pas forcément connu pour payer le mieux ses salariés. En tout cas, c'est pas forcément le critère déterminant, bien sûr, principal en postulant au sein d'une start-up. Donc, pourquoi on vient chez vous? En revanche, vous, par exemple, vous précisément, on parle de vous. Pourquoi vous avez choisi Flixbus? Parce que vous êtes arrivé il n'y a pas très longtemps. Effectivement, j'ai rejoint l'équipe il y a à peu près 1 an. Donc, au départ, c'était de façon temporaire. Mais ça s'est joué, j'y suis allée vraiment par hasard. C'est le cas de beaucoup de salariés chez Flixbus. On arrive en entretien un peu par hasard. On peut aussi traîner un peu les pieds en venant pendant l'entretien. On est tombé sur une annonce et on postule. Voilà, hasard, on nous appelle, LinkedIn, on y va. Ou alors un ami d'amis nous a parlé de Flixbus. On a fait des recherches sur Internet. C'est vrai qu'en faisant les premières recherches, on voit que le modèle économique est assez intéressant. Le produit à la base n'est pas sexy, on opère des bus, mais derrière tout ça, on est quand même avant tout une entreprise tech sur un nouveau marché, donc ce qui est vraiment challengeant et ce que recherche vraiment la majorité de nos candidats. Alors voilà, c'est là-dessus que je voulais insister. En fait, vous avez beaucoup de points communs avec Airbus parce que vous recrutez un peu les mêmes talents. Moi, j'ai regardé les postes que vous proposez. Vous recrutez beaucoup de digital aussi. Pas d'ingénieurs aéronautiques, moteurs, etc. Mais vous recrutez beaucoup de digital aussi. L'équipe produit représente environ 1/3 de nos salariés. Donc effectivement sur des métiers très pénuriques, de développeurs, de product owners et beaucoup en marketing aussi. Donc je pense que vous avez des points communs. Alors allons-y, on est au cœur du débat. Pourquoi je choisirais plutôt Flixbus que Airbus si j'ai le choix entre les deux boîtes?
Alors, à choisir Flixbus plutôt qu'Airbus, c'est vrai que la majorité des postes qu'on crée sont nouveaux. Donc, on part vraiment d'une page blanche. Donc, c'est fait aussi pour une certaine catégorie de candidats qui veulent vivre une aventure, qui veulent partir d'une page blanche, créer leur poste, travailler en autonomie. Les pionniers. Des pionniers, tout à fait, et gagner très vite en responsabilité. C'est vrai que la courbe d'apprentissage dans les structures comme la nôtre chez Flixbus, elle est très très rapide. Donc voilà, c'est pas forcément des écoles très normées comme peut-être ce que peut proposer Airbus et ce qui va être un autre choix de candidat. C'est des choix professionnels à faire. Et donc vous disiez, le produit n'est pas forcément sexy, mais il y a quelque chose qui peut être sexy chez les candidats, on en parlait un petit peu tout à l'heure. On a un petit bus sur le plateau, regardez. On remercie beaucoup Mathis. J'ai noté la taille de notre avion. Oui, c'est vrai. Alors Thierry, voilà, c'est tout ce qu'on a trouvé parmi les enfants de nos invités. Très bien. Merci Mathis de nous avoir prêté tes jouets d'ailleurs au passage. Donc, bon, les arguments qui peuvent attirer, c'est effectivement qu'on a des jolies maquettes, forcément. Mais les arguments qui peuvent attirer chez Flixbus aussi, c'est donc cette fameuse entre guillemets raison d'être. Il y en a une chez Airbus bien sûr, mais la raison d'être. Donc à quoi sert cette entreprise finalement dans la société? C'est de faire voyager les gens moins cher. Tout à fait, c'est d'offrir la mobilité au plus grand nombre en fait. Mais en quoi ça peut motiver des jeunes En quoi ça peut motiver? Votre moyenne d'âge, elle est de 31 ans. Oui, ça peut motiver dans le sens où la vision du coup Flixbus, elle est très très claire. Elle est très claire, on sait où on va, les objectifs sont transparents et clairement partagés entre toutes les équipes et toutes les équipes peuvent vraiment aussi s'aligner sur ces objectifs. Donc avec une vision claire, c'est vrai qu'on peut facilement embarquer 1400 employés dans la même direction. Donc, il y a Raphaël qui veut intervenir et qui nous dit Flixbus, c'est le Airbus du bus. Qu'est-ce que vous en pensez? Raphaël, merci Raphaël. Bien parti pour le slogan, bravo. Remarquez, nous on a un slogan justement au Royaume-Uni, c'est où on fabrique les ailes de nos avions. Oui. Et nos collègues anglais nous disent toujours, un avion sans ailes, c'est juste un bus. Ben voilà, donc on a trouvé encore un point commun. Un Airbus sans ailes, voilà. Ok, on a compris donc la promesse de résultat, ça c'est donc résultat à court terme. La promesse d'autonomie aussi, c'est quelque chose que vous faites, où on va être autonome à son poste, vous le disiez aussi. Est-ce que ça s'appelait, d'après vous Thierry, la promesse de rendre des salariés autonomes à leur poste? Bien sûr, et si je puis me permettre juste avant, parce que c'est notre point commun, c'est qu'on a finalement le même métier, on cherche à faire découvrir au plus grand nombre de nouveaux espaces, de nouvelles destinations. Ça c'est surtout vrai pour l'aviation, parce qu'on n'a pas que l'aviation dans les activités d'Airbus. Et c'est vrai que de plus en plus, la vision est importante, mais n'est pas suffisante. Et de plus en plus, notamment les jeunes générations, sont intéressées à ce que les anglo-saxons appellent le purpose, c'est-à-dire le sens. Le purpose. Le purpose, okay. Voilà. Quel est le sens? Quel est le sens? Le pourquoi? Pourquoi est-ce que je viens chez Airbus ou chez Flixbus? Tout simplement pour participer à une aventure qui consiste à connecter des personnes, sauver des vies avec nos hélicoptères, permettre de découvrir le monde, l'univers avec nos satellites. Et ça, c'est un élément qui devient de plus en plus important et qui fait la connexion finalement avec le côté sociétal de toute activité en fait professionnelle et du sens même de l'entreprise à la fin. Et c'est ce que vous travaillez énormément chez Airbus. Je fais une petite aparté pour Stéphane Leleu qui nous demande quels sont les profils recherchés pour travailler au Canada. Alors je ne pense pas que vous proposiez des postes au Canada, ni l'un ni l'autre. Nous venons juste de nous marier avec Bombardier sur le C-Series, qui est un appareil développé par Bombardier, mais dont Airbus reprend le leadership en fait aujourd'hui. Voilà. Et vous pourrez nous répondre sur les profils au Canada dans quelques temps. Si vous voulez, qui sont très proches finalement des profils que nous connaissons en Europe et dans le reste du monde dans le domaine aviation en fait. Il faut savoir parler anglais quand même, Stéphane. Oui, mais québécois c'est pas mal aussi. Et québécois c'est bien aussi. Non, je ne sais pas le faire. Juste une précision, Stéphane, Céline va vous mettre sur le site des conseils pour postuler au Canada et notamment sur les profils parce que comme on a ce fameux réseau The Network, on a pas mal d'infos là-dessus aussi. Je reviens juste à vous une dernière seconde, Delphine, parce que moi j'avais noté que vous avez un outil en interne qui peut intéresser, qui s'appelle l'outil OKR. Et bon, OKR, c'est un outil où on peut mesurer sa performance individuelle, je pense qu'il y a l'équivalent chez Airbus, mais quand même, dans une petite boîte comme la vôtre, trouver ce type d'organisation hyper... ça, vous m'en avez pas parlé.
Alors, on n'a pas inventé les Non. OKR. Mais vous l'avez implanté. On l'a implanté 90 tout à fait. personnes en France et tout le monde s'en sert. Et au niveau Europe, c'est une méthodologie en fait qui a été inventée par Intel. C'est Objectives and Key Results. Et tout à l'heure, je parlais de la vision et des objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est une méthodologie qui consiste à partir des objectifs stratégiques et de se les approprier pour se fixer des objectifs d'équipe et individuels. Ouais. Donc, ce qui permet vraiment un alignement entre toutes les équipes. Et ça veut dire qu'on n'a plus d'entretien avec son N+1 ? Si, plus que jamais. Davantage, davantage, justement. L'entretien annuel, il est fini. Ça s'est terminé. C'est des entretiens annuels tous les jours. En quelque sorte, voilà. Alors chez nous, on appelle ça des feedback talk, des entretiens de feedback. Et du coup, ces objectifs sont revus de manière trimestrielle, ce qui permet vraiment de maintenir l'agilité et de pouvoir reprioriser les nouveaux objectifs au trimestre ou au semestre. Selon les priorités du moment, si elles ont évolué ou bougé sur les derniers mois. Et ça, c'est super important pour des candidats qui recherchent justement des high-level culture, je ne sais pas comment on peut appeler ça. High performance culture. High performance culture, voilà. Donc, dans une start-up de 1400 personnes, ça existe. Je ne sais même pas si je dois vous poser la question. Évidemment que vous avez plein d'outils de mesure. Oui, on a plein d'outils, mais en fait, nous sommes inspirés par le monde des startups de plus en plus parce que les modèles de grandes entreprises comme la nôtre, basés sur la verticalité du management, sont des modèles qui sont aujourd'hui en train de devenir obsolètes. Mais c'est ce que vous avez fait exploser, Thierry. Alors, pas complètement, soyons fini. très humbles. On a vraiment commencé à tout simplement faire la démonstration qu'un certain nombre de nos équipes pouvaient travailler différemment, dans des modes ultra collaboratifs, avec des fixations d'objectifs qu'ils créent d'ailleurs eux-mêmes en bottom-up, comme on dit, et c'est pas simplement ce qui descend du haut de l'entreprise, avec une façon de s'organiser qui leur est propre, avec des objectifs communs, un niveau de confiance qu'ils développent eux-mêmes, et avec bien sûr derrière des résultats qui sont probants, parce qu'on régénère de l'autonomie, de la responsabilité, et d'ailleurs la responsabilité c'est important comme mot, parce que si on génère de l'autonomie, en échange on attend de la responsabilité en fait. Et c'est vrai que d'avoir des entretiens permanents, c'est juste une façon de conduire de manière collaborative une action sur des objectifs communs. Et je dirais l'entretien annuel est mort et vive l'entretien permanent. En fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et si vous aviez le choix aujourd'hui de naître aujourd'hui en tant que jeune diplômé, est-ce que en fait vous préférez travailler dans cet univers-là, qui est un univers assez, on enlève les stylos, on est hyper auto-responsabilisé, etc., ou l'univers d'avant ? Oui, je pense que je viens de renaître il y a peu de temps et j'ai donc choisi effectivement d'être dans l'univers de demain plutôt que l'univers d'hier. Donc tout ça pour dire que c'est pas une question d'âge ? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, c'est une histoire d'état d'esprit. Ouais. L'intérêt ça re-questionne aussi le rôle du leader dans Absolument. tout ça et c'est ça qui est intéressant. C'est intéressant justement de voir les similitudes. Fanny, on revient sur l'étude. L'intérêt du job, elle est numéro 3 pour les Français, numéro 10 chez les autres. Vous avez vu ? Vous avez vu, bien sûr, vous avez vu. Oui. Mais alors, c'est quand même étonnant, l'intérêt du job. On le retrouve aussi numéro 3 en Allemagne et au Danemark. Et je pense que ça fait écho à ce que disait Thierry. En fait, c'est très lié à la recherche de sens et à la volonté en fait, de savoir pourquoi on travaille. Moi, je le lis vraiment, cet intérêt pour la mission. C'est pas tellement d'avoir une job desk, parce que tout le monde en a, mais c'est que on puisse connecter ça à un impact sur le monde et à une aspiration un peu idéale. D'accord, mais numéro 3 chez les Français, numéro 10 chez les autres, c'est plus important pour les Français. Donc ma question c'est, est-ce que vous, DRH, vous tenez compte de la différence entre les Français et les autres ? C'est-à-dire que vous devez peut-être plus prouver, apporter des preuves sur l'intérêt du job ? Oui, on ressent assez près. Enfin, moi j'ai l'impression que de toute façon tout le monde est toujours intéressé par son job, mais tout le monde est de plus en plus intéressé par l'environnement du job. Voilà, c'est ça qui est nouveau. Ah oui, c'est ça qui est nouveau. Je n'ai pas le sentiment personnellement que c'est particulièrement français, c'est un peu général dans notre entreprise. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va avancer un peu pour voir la dernière slide. Ah oui, selon vous, les entreprises qui vont attirer les meilleurs talents, j'ai envie de vous demander, Delphine, voilà. Les entreprises qui vont attirer les meilleurs talents, elles auront compris quoi finalement ? Je pense que pour attirer les talents, il faut vraiment être en cohérence avec qui on est en permanence en fait. En tant que boîte ? En tant que boîte, c'est vrai qu'il faut vraiment être en cohérence avec sa culture, ses valeurs, pour ne pas créer de déception par la suite.
pour pas qu'il y ait d'asymétrie entre les attentes et la réalité du job et de l'environnement de travail. C'est sans doute ce qui est le plus difficile à faire. De rester cohérent. C'est la promesse, il faut pouvoir tenir à la promesse une fois que les salariés arrivent au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est la première raison ou c'est la raison principale? Ça, c'est en tout cas une des clés effectivement de réussite. Et ensuite, c'est vrai que les attentes entre les candidats diffèrent vraiment. On voit, c'est la raison pour laquelle on fait des enquêtes. Je trouve assez intéressant de voir les leviers de motivation qui sont très différents. En tout cas, chez nous, ça va être, en termes d'attente, ça va être vraiment un certain type d'organisation agile avec effectivement une forte attente sur l'autonomie et les responsabilités sur son poste. Ok. Thierry, vous vouliez compléter, donc les entreprises qui vont gagner la guerre. En fait. Je suis d'accord, l'élément culturel est très important et c'est vrai que le système de valeurs doit être complètement cohérent par rapport en tous les cas à ce qu'on peut nous présenter. Et on voit bien aujourd'hui, on est tous dans cette évolution digitale. Finalement, le problème technologique n'est pas le problème principal. On trouvera toujours des solutions technologiques. La vraie difficulté pour évoluer dans ce monde digital aujourd'hui, c'est que chacun ait bien compris pourquoi. Et ce que ça veut dire, et que l'on les ait accompagnés. Parce qu'il y a quand même une forme d'inquiétude sur qu'est-ce qui va advenir à mon métier, ma profession, mes tâches, quels sont les nouveaux métiers qui vont se créer, ma position, j'étais leader. On parle de plus en plus d'autonomie et d'organisation agile. D'ailleurs, on forme tout le monde aux méthodes agiles. Donc on voit bien qu'on est dans une rupture culturelle qui est majeure actuellement, qui a commencé de s'opérer il y a 2-3 ans, et qui, au cours des 5 prochaines années, va complètement changer en fait, le contexte. Et quand on se projette, nous, en 2027, dans moins de 10 ans, 70% des effectifs d'Airbus seront constitués de génération Y et Z, c'est-à-dire vraiment de populations extrêmement jeunes qui auront d'autres codes au travail que ceux que nous connaissions. Alors nous, on va cultiver quand même toujours la passion. La passion pour nos produits, l'aventure humaine dont je parlais, de continuer d'explorer en fait l'espace et le ciel. Et la cohabitation entre les générations aussi, vous allez continuer à la cultiver? C'est pas une question d'âge justement, et c'est intéressant. Il faut absolument travailler l'intergénérationnel, parce qu'il faut surtout pas opposer en fait ces deux populations, et chacun à apprendre de chacun. Ok, on va prendre une question. Sonny Tubert nous dit, j'ai une question. J'ai lu récemment dans le Figaro que le manque de maîtrise de l'anglais c'est un frein pour un Français sur 2. Vous avez cité tout à l'heure l'hésitation des salariés de partir à l'international. Justement, à cause de ce point, vous faites des longues phrases, Samy. Où en êtes-vous dans vos entreprises, dans la formation en anglais? Notre langue, nous, c'est l'anglais. Bah oui, langue au quotidien. C'est au quotidien. Alors après, on ne va pas le retrouver partout, à tous les niveaux de l'entreprise. Et c'est vrai que quand vous êtes dans nos ateliers, vous n'allez pas en France entendre parler anglais, et en Allemagne, on va parler anglais. Mais vous allez avoir des opérateurs qui comprennent l'anglais et qui, de plus en plus, de toute façon, travaillent avec des collègues d'autres nationalités, donc se débrouillent en anglais. Pour nous, c'est important. Au niveau recrutement, au TOEIC, vous demandez combien? Aucune idée, parce que c'est pas ça qui est important, c'est votre capacité à vous exprimer. À s'exprimer. En principe, un des meilleurs scores. Bah oui, il n'y a pas que le TOEIC. J'ai pas envie de citer les autres tests, il y a d'autres tests qui vous permettent... Moi je pensais que c'était que le TOEIC. D'accord. Et vous, Delphine, votre langue de travail? Effectivement, c'est aussi l'anglais, puisqu'on échange beaucoup avec nos homologues dans les autres marchés. Donc rien que ça permet effectivement parfois de se dérouiller un petit peu. Et du coup, rien qu'en communiquant de manière écrite ou par Skype, c'est vrai qu'on apprend assez vite. Mais c'est vrai que c'est un de nos critères aussi de recrutement. Il faut quand même pouvoir s'exprimer un minimum avec les collègues, comprendre les informations internes, etc. Mais on accompagne aussi nos salariés, on leur offre un abonnement en fait sur une plateforme d'apprentissage de l'anglais et d'autres langues aussi si besoin. C'est-à-dire c'est une formation en libre service? On finance tout à fait, c'est de l'e-learning. Donc on peut apprendre l'anglais tout au long de l'année en se connectant sur cette plateforme. Ça c'est un gros avantage. Ouais, c'est vrai qu'on en parle. Chez vous Thierry, les formations, elles sont libre service? La moitié en fait du plan de formation aujourd'hui est réalisé en e-learning. Donc en fait ça se compte par centaines de milliers en fait de modules qui sont disponibles et qui vous permettent de devenir vous-même acteur de votre développement. C'est aussi comme ça que les choses ont pu changer, c'est qu'au lieu de recueillir des besoins, de revenir vers tout le monde en disant non c'est trop, pour des raisons de coût ça sera moins et vous ferez ça, chacun aujourd'hui est consommateur de son propre besoin de learning et on est là pour les aiguiller dans la bonne direction. Les langues en font partie bien sûr. Ok, ça c'est aussi un des avantages compétitifs des grosses entreprises. Et du digital, qui permet de... Et où chacun devient formateur. Ouais. Parce que de plus en plus, nos opérateurs sont formateurs pour leurs collègues, en réalisant des tâches filmées en temps réel. Oui, aussi. Donc Fanny, conclusion, puisque je pense que le temps qui nous est imparti, finalement, est-ce que les Français vont partir définitivement, j'ai envie de vous demander,
Où est-ce qu'ils vont venir, ces Français Non, c'est expatriés? important. La mobilité internationale est un facteur important pour les Français, comme pour d'autres pays, on l'a vu. Ce qui est important, je pense, pour les organisations, vous l'avez dit, je pense qu'il faut arriver à différencier les besoins et les préférences des salariés, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens veulent des menus à la carte et veulent pouvoir se construire en fait leur carrière et leur trajectoire dans l'entreprise de manière assez personnalisée. L'expatriation et les retours d'expatriation sont quand même des points qui font mal encore dans les organisations. Je ne sais pas quel est votre témoignage là-dessus. Donc travailler ce point-là est important. Et l'anglais, je ne saurais trop insister. Oui. Alors BCG, nous sommes aussi une entreprise. Oui, j'ai oublié de vous poser la question. Voilà, exactement. Et donc nous, l'anglais, c'est absolument essentiel et on le teste pendant les entretiens. Je rappelle aussi que le monde aujourd'hui permet de beaucoup pratiquer l'anglais parce qu'on peut voir tous les films en VO, il faut lire en anglais, il faut lire le journal en anglais, c'est disponible partout. Les séries sans sous-titres. Les séries sans sous-titres ou sous-titrées anglais. Voilà. Les sous-titrées en anglais, je pense que beaucoup a été dit sur la martingale de succès et il y a des choses qui vont correspondre à certains qui ne correspondront pas à d'autres. Mais je pense qu'on a tout dit. Donc il en faut pour tous les goûts, c'est un peu notre conclusion. Donc c'est pour ça aussi qu'on a invité deux entreprises aussi différentes. On a vu les points communs, les différences, qu'attendent les talents internationaux du profil, enfin de l'entreprise idéale. On l'a vu aussi au cours de cette émission, j'espère qu'on vous aura éclairé. Beaucoup de questions, on n'a pas pu répondre à toutes ces questions. En tous les cas, je vous renvoie aussi vers le site internet sur cademploi.fr. Beaucoup de conseils pour postuler à l'international justement. Il me reste à vous remercier. Merci Fanny Potier, merci Delphine Chantraume et merci Thierry Baril d'avoir fait le détour entre deux avions pour passer par ce plateau. À très bientôt.